Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce jeudi 3 novembre. Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie, était en visite à Agondange. Il s'est notamment rendu au cœur de l'usine Sept-Forges, entreprise qui a changé ses horaires de travail pour limiter la facture énergétique. Le centre Pompidou-Metz se tourne vers la science-fiction. Dès le 5 novembre, l'exposition Les Portes du Possible sera visible par le public. On pourra y observer des œuvres New Wave des années 50 à aujourd'hui. Souriez, vous êtes filmé. Un système de vidéo-verbalisation vient d'être installé à l'arrière de la gare de Metz pour lutter contre les infractions de stationnement trop souvent constatées. Comment ça fonctionne? Les détails dans cette édition. Point météo maintenant. Vendredi, le ciel sera gris en matinée avec de possibles averses, quoique faibles. Le thermomètre ne dépassera pas les 10 degrés. Au cours de la journée, le mauvais temps reste d'actualité avec 12 degrés au maximum. Et enfin, d'édition, on fera un focus sur la vidéo-verbalisation, un dispositif test qui pourrait s'agrandir à Metz, mais qui existe déjà à Voipy depuis 2016. Cédric Goutte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Voipy et vous êtes venu nous en parler sur ce plateau. On vous retrouve dans quelques instants, le temps de développer les titres. François Braun, ministre de la Santé, avait annoncé une enveloppe de 150 millions d'euros pour venir en aide aux services hospitaliers en tension, comme la pédiatrie. Mais le ministre a revu le budget à la hausse et ce sont 400 millions d'euros qui seront alloués finalement. Parmi les mesures prises, le doublement de la rémunération des heures de nuit pour l'ensemble des personnels jusqu'à fin mars, l'accès à la prime de soins critiques pour tous les soignants travaillant dans les services du même nom, mais aussi les 150 millions prévus de base pour les services en tension comme la pédiatrie, service qui fait actuellement face à une épidémie de bronchiolite inquiétante. La santé des entreprises aussi est un enjeu majeur actuel. Cette nuit, le ministre délégué en charge de l'industrie, Roland Lescure, s'est rendu à Agondange, en Moselle, sur les sites des entreprises Ascométal et Sept-Forges. Avec la flambée des prix de l'électricité en particulier, ces entreprises ont repensé leurs horaires pour diviser leurs factures par 2. Reportage. C'est à la nuit tombée que les machines s'activent ici à Agondange, dans l'usine Sept-Forges, spécialiste des composants en acier. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, a rencontré les salariés et constate une grande adaptabilité. On faisait du 6h-14h ou du 14h-22h. Et là maintenant avec la crise énergétique, on fait tourner les machines en heure creuse. Donc on a décalé le poste de l'après-midi en poste de nuit. Le fait qu'il y en a des célibataires, il y en a d'autres qui ont des enfants, on a essayé de se mettre tous autour de la table et discuter avec eux, le fait qu'on se connaît très bien. Et on a trouvé un entente qui nous a permis tous de rester dans le challenge avec l'entreprise et avec le prix. 70% des effectifs sont concernés. Cette réadaptation a été mise en place début février suite à un changement de fournisseur fin 2021. On a ressouscrit un nouveau contrat, des tarifs très élevés pour la fin d'année 2021. Et donc l'année 2022 a démarré avec une problématique énergétique sur notre site. Et donc on a dû s'y adapter au plus vite. La facture d'électricité chez Sept-Forges est passée de 8 à 30 millions d'euros par an. Mais les efforts payent puisque l'entreprise a vu ses factures divisées par 2 ces derniers mois. Le gouvernement a mis en place des aides financières pour accompagner ces entreprises face à la flambée des prix. En 2023, évidemment, ça va continuer à s'appliquer. Vous le savez, on les a simplifiés, on les a amplifiés, on les a prolongés en 2023. La production nocturne va se poursuivre au moins jusqu'au 31 décembre et sera sûrement reconduite en 2023. La direction se prépare à une nouvelle augmentation des prix. Direction la voie ferrée maintenant, où une perturbation peut en cacher d'autres. Depuis une semaine, les usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg s'adaptent aux nouveaux horaires et prennent des bus de substitution entre Bettembourg et Luxembourg en raison de travaux qui ont pris du retard. Et depuis ce 2 novembre, un autre changement se rajoute en gare de Metz et Thionville en direction du Luxembourg. Les horaires ont été avancés de quelques minutes et ce, au moins jusqu'au 10 décembre en raison de travaux toujours sur les voies. Vous pouvez vous rendre sur le site de TER Grand Est et sur l'application pour vous familiariser avec ce nouveau plan de transport. Il pourrait être revu et amélioré dès le 21 novembre.
La piscine Lothaire, quant à elle, ouvre à nouveau ses portes au public ce lundi 7 novembre dès 10h. L'établissement était fermé depuis le 12 septembre dernier en raison de travaux d'étanchéité sur le toit, chantier nécessaire. Si les bassins accueillent à nouveau les nageurs, la température de l'eau sera baissée d'1 degré, tout comme la température de l'air, dans un souci de sobriété énergétique. Certains ouvrent, d'autres ferment. Le Centre communal d'action sociale et la ville de Metz ont décidé de suspendre l'activité de la crèche et de la ludothèque du quartier amphithéâtre à Metz par précaution, et ce jusqu'à nouvel ordre. Le bâtiment qui les renferme date de 2014 et pourtant des fissures, infiltrations et déformations de cloisons ont été recensées depuis. Une mesure préventive en attendant des expertises plus poussées sur la structure même du bâtiment. En attendant la suite des procédures, les 54 enfants accueillis auparavant sur ce site ont été déplacés dans une autre crèche du secteur. Idem pour le personnel. Emmener des enfants en classe verte sans partir très loin, c'est le défi que s'est lancé l'école d'Egelsart en Moselle-Est en partenariat avec le centre d'art Grossergarten de Schorbach. L'objectif est bien faire découvrir aux élèves un lieu d'exception près de chez eux et relier le programme scolaire à des éléments exposés dans ce centre. Regardez. Partir en classe verte à seulement quelques kilomètres de chez soi, c'est possible. C'est ce qu'ont fait ces élèves de l'école primaire d'Egelsart. Les enfants ont passé 2 jours au centre d'art Grossergarten de Schorbach pour y découvrir certaines œuvres et les mettre en lien avec ce qu'ils apprennent en classe. Il y a la visite et l'explication, la découverte du calendrier de la paix. Il y a la découverte des expositions temporaires et permanentes du centre d'art. Il y a également des temps en classe, des temps de randonnée et des temps de création d'œuvres collectives avec des objets récoltés autour du centre d'art, dans la forêt, notamment, en se fondant sur ce que vous voyez autour de moi, c'est-à-dire l'œuvre de Claude Brown et son exposition H-Impact. Les 40 élèves du CP ou CM2 à avoir participé à cette classe verte sont heureux d'avoir pu prendre part à cette expérience inédite. C'est bien parce que déjà on peut lire et il y a des jolies œuvres d'art. Et surtout, on va pouvoir faire des promenades. C'est bien parce qu'on peut faire tes céligmes, on peut recater tes statues en même temps de faire les céligmes. La classe verte de proximité est aussi une manière d'économiser de l'argent sur le séjour et de réduire le bilan carbone. On n'est pas loin de l'école et c'est un autre endroit, un endroit tout à fait différent par rapport à l'école. Donc c'est montrer aux enfants également que tout près de chez eux, il y a des choses à voir et qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller très loin pour être pris par des nouvelles images, des découvertes, etc. Un style de classe verte qui intéresse certaines associations ou encore réseaux de l'État. Le concept de classe verte de proximité devrait donc se développer encore davantage dans le pays de Beach. Et sur notre territoire, nombreux sont les lieux culturels qui valent le détour. Direction le plus connu d'entre eux, le centre Pompidou-Metz dans la chronique culture. Anne-Sophie, bonsoir. Bonsoir. Alors à partir de ce samedi, la nouvelle exposition du Centre Pompidou occupera une énorme place au sein du Musée d'Art Moderne et vous avez pu assister à son vernissage. Oui, exactement, les portes du possible, art et science-fiction. C'est une exposition colossale qui se tient sur 2 niveaux avec 200 œuvres qui retracent l'histoire de la SF des années 50-60 avec la New Wave jusqu'à aujourd'hui. Alors sous couvert d'anticipation, ce genre artistique nous parle extrapole les dogmes du monde. C'est une immersion au cœur des utopies et des dystopies sorties tout droit des esprits créatifs de nombreux artistes de par le monde. Petit aperçu. Loin d'être réservée à la littérature ou au cinéma, la science-fiction est un genre protéiforme qui invite au voyage. Une plongée au cœur d'un imaginaire qui dessine et redéfinit sans cesse les contours de notre société. De la conquête de l'espace à la place de l'humain dans son écosystème, la science-fiction nous permet de questionner la manière dont nous pensons notre réalité. Et pour apporter un regard nouveau, le musée messin a fait appel à de nombreux jeunes artistes. Cette très jeune génération, c'est souvent celle qui dit qu'elle en a ras-le-bol aussi avec ces dystopies à ne plus en finir et qui a
une envie cruelle, un besoin de dessiner des futurs désirables aussi. On en a tous besoin. Les dystopies, c'est important pour nous montrer les dates de péremption de certains modèles sociétaux, mais au bout d'un moment, ça devient aussi létal, ça devient pesant et c'est important de nous redonner confiance. Avec pas moins de 200 œuvres présentées sur 2300 mètres carrés, l'exposition est colossale. Elle semble même s'étendre à l'infini. L'exposition elle est grandiose parce que chaque œuvre elle touche la problématique de l'univers et des êtres humains ou des êtres non vivants dans l'univers. Donc il y a ce côté d'une grande ville, d'une ville fantastique et qu'elle est dessinée pour accueillir des œuvres, mais même des œuvres tout petites, des œuvres qui en apparence qui sont vraiment des détails. Quand on se concentre, on le regarde, on découvre un univers énorme et après il y a des œuvres beaucoup plus, comme celle derrière moi, beaucoup plus sensationnelles, beaucoup plus qui s'affichent immédiatement au visiteur. Donc il y a des différentes échelles, différents univers et différents mondes qui sont présentés avec cette idée optimiste, en tous les cas bâtisseur, qui ont les auteurs, les artistes de cette exposition, d'y croire, de pouvoir construire un monde différent et que ce n'est pas la fin du monde, mais c'est l'ouverture à un autre type de possibilités, d'autres façons de vivre aussi. Et cette ouverture se matérialise même à travers la scénographie. Exit les cubes blancs et place aux parois déchirées et aux larges brèches, comme si les murs se transformaient en passage vers d'autres univers. Ça donne vraiment envie d'y faire un tour. Parmi les thèmes abordés dans cette exposition, il y en a un qui attire le regard, mais aussi qui soulève des interrogations. L'afrofuturisme. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors l'afrofuturisme ou fiction spéculative noire, c'est un pan de la science-fiction qui raconte à travers les regards d'artistes africains ou afrodescendants la place qu'ils occupent dans le monde, dans l'histoire, depuis la traite des esclaves jusqu'au colonialisme et puis finalement notre époque actuelle. Une manière pour les artistes de revoir leur histoire, leurs imaginaires aussi, et de les transmettre. C'est un mouvement qui est largement porté par les femmes aussi. La romancière Nadia Chonville, qui a écrit Rose de Végastrie, une saga afrofuturiste justement, elle était présente lors de ce vernissage et voici ce qu'elle nous en dit. La plupart des auteurs afrofuturistes sont des femmes. Je crois que dans cette exposition, vous avez vu aussi qu'il y a beaucoup de créations féminines. On se dit que, quitte à se débarrasser de l'oppression et remettre en question les systèmes de domination, eh bien ça va dans tous les sens, ça compte aussi même à l'intérieur de nos propres communautés. Et donc c'est un mouvement qui est fondamentalement décolonial, mais aussi féministe et écologiste, un mouvement qui parle de reconquête, d'imaginaire et aussi de réparation. Voilà, à travers cette exposition, vous allez donc pouvoir découvrir de nombreux univers, de multiples genres qui appartiennent tous à la grande famille de la science-fiction. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on donne une importance à un genre qui a pu parfois être qualifié de mineur, alors qu'en fait, il est vaste, il est constamment en mouvement et il est incroyablement riche. Et c'est en tout cas ce qui ressort des images que nous avons diffusées à l'instant. Merci Anne-Sophie et à bientôt. À bientôt. Je vous propose maintenant de rider sur une piste de pump track. Entendez par là pédaler ou glisser sur des parcours constitués de bosses successives et de virages serrés. Depuis 4 ans, ces équipements poussent comme des champignons sur le département. Avant même son inauguration mercredi soir à Florange, la 9e de Moselle était déjà prise d'assaut par les riders de tout âge, preuve de l'essor des sports de glisse. Un reportage de Fanny Bragard. Testée et approuvée par le maire de Florange, la piste de pump track de la commune remplit toutes ses promesses. Un enrobé résistant, des bosses et des courbes relevées, de quoi faire le bonheur des amateurs de glisse urbaine, qu'ils soient débutants. Ça fait des vagues, il y a des rangs qui passent à côté et moi je peux tomber. Ou confirmés. Je peux faire des 8, je peux essayer le Condor, je peux essayer le Superman. Je peux essayer plusieurs figures que j'ai jamais testées dans un skatepark parce que ça nous donne assez d'élan et assez de vitesse. Longue de 150 mètres, la boucle convient au vélo, au skate, aux trottinettes et aux rollers. C'est bien fait pour les gamins qui ont rien, qui veulent jouer, ils veulent s'amuser. Et moi je pense que c'est bien que le maire a fait ça. Financé à 80% par l'Agence nationale du sport, cet équipement de plein air se veut créateur de liens sociaux.
On voit des tout petits qui essayent à 3 ans, il n'y a pas de raison qu'à 10 ans, même si on n'est pas expert vélo, qu'on puisse se débrouiller. Donc voilà, les pump tracks, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'aspect ludique, le côté où ça touche tout le monde et que même quelqu'un à un niveau expert a quand même toujours pas mal de potentiel. Une installation sportive, accessible à toutes les générations, qui vient redynamiser l'offre de loisirs du complexe sportif de Bettange. C'est un écrin de nature qui a de multiples vocations ici sur Florange. Et la volonté de la ville, après avoir investi dans une guinguette, après avoir investi dans de nouveaux jeux pour enfants, dans Bettange Plage, c'était également d'avoir de nouveaux équipements ou d'améliorer les équipements et d'avoir ce public de la jeunesse. Une jeunesse conquise par cette nouvelle pump track, où chacun s'amuse et ride selon son niveau. Le 12 novembre, c'est à Bousses que les riders ont rendez-vous pour tester la 10e pump track du département. L'équipe de France de handball féminin s'est envolée ce jeudi pour la Macédoine du Nord, théâtre avec le Monténégro et la Slovénie de l'Euro du 4 au 20 novembre. Les Bleus y défendront leur titre conquis il y a 2 ans au Danemark. Baptiste Deveau et Arnaud Demerlet ont assisté hier à leur dernier entraînement à la Maison du handball à Créteil. L'occasion de revenir avec le sélectionneur national, le Messin Olivier Crumbols, sur les objectifs durant cette compétition. On l'écoute justement. Comment finalement vous abordez cette compétition, vraiment dans la perspective de gagner une nouvelle fois cette compétition, d'aller en demi-finale, ou dans un coin de la tête c'est de préparer finalement les Jeux Olympiques qui vont arriver très vite? C'est un petit peu tout. Comme je viens de vous dire, l'équipe de France, il faut qu'elle se fixe l'objectif d'aller en demi-finale. C'est important pour le handball français. Et après on verra. On a bien sûr dans un coin de la tête les JO 2024. Ça sera d'un enjeu. De toute façon, toutes les Olympiades, les JO, c'est un peu au-dessus. Et là, comme c'est à Paris, c'est beaucoup au-dessus. Ceci dit, il n'y a pas de raison de négliger les compétitions à venir. Et de faire de bons résultats, voire d'excellents résultats juste avant les Jeux, c'est aussi une façon de marquer des esprits, de montrer qu'on est là, qu'on progresse, qu'on est déjà en bonne forme. On exploitera ce qui se passera. Hein. Si on est en échec, eh bien, on travaillera encore plus, on se remettra en cause. Et puis si on est en réussite, ça sera bon pour le capital confiance. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien et bien d'autres surprises dans Dragon Mag ce vendredi à partir de 18h30. La vidéo-verbalisation est de plus en plus utilisée pour traquer les infractions routières. On fait le point avec notre invité du jour. Cédric Goutte, bonsoir. Bonsoir. Avant de vous donner la parole sur justement la vidéo-verbalisation, dispositif mis en vigueur déjà depuis 2016 dans votre commune, donc à Voipy, voici la dernière installation en date à Metz. Depuis le 2 novembre, les automobilistes en infraction au code de la route sont sanctionnés à distance grâce à la vidéo-verbalisation. Pour lutter plus efficacement contre les infractions routières, la ville de Metz pourrait étendre cette expérimentation à d'autres quartiers. Les explications de Fanny Bragard. Souriez, vous êtes verbalisé. Depuis le 2 novembre, rue aux Arènes et place du Parlement à Metz, les délits routiers sont traqués à distance par les 6 agents du centre de supervision urbain. Grâce à la vidéo-verbalisation, ils constatent l'infraction, zoom pour lire la plaque d'immatriculation du véhicule. Et 5 minutes après, vous avez le système va refaire une deuxième prise de photo pour confirmer l'infraction. À ce moment-là, après, il y a toute une procédure de relevé d'infraction et de transmission au service des amendes. C'est une infraction à 135 €, voilà, puisqu'on est sur des emplacements de service public, de bus. Automatisé, le dispositif s'appuie sur les caméras de vidéoprotection déjà installées sur l'espace public. Un gain de temps pour les policiers qui peuvent se consacrer à d'autres missions. Sur le terrain, ça va déjà simplifier le travail des agents parce qu'on les envoie régulièrement pour le pôle multimodal évacuer les véhicules qui empêchent les bus de ville ou les bus longue ligne de récupérer les passagers. Et nous, police municipale, ça nous permet de renforcer notre proximité dans le cœur de ville ou dans les quartiers. Expérimenté pour sécuriser le quartier de l'amphithéâtre, le dispositif de vidéo-verbalisation pourrait être étendu. Une annonce qui ne réjouit pas les automobilistes. C'est encore une fois nos libertés qui s'en vont. Voilà, tout simplement. À distance. D'une superficie de 44 km², la ville de Metz est surveillée par 280 caméras. D'ici 2026, leur nombre aura plus que triplé.
Les caméras sont compatibles avec la vidéo, avec de la vidéo-verbalisation. Mais il y a des endroits, et il y a même d'ailleurs la majorité des endroits, où ça n'a aucun intérêt. C'est pas là pour assassiner les gens. On est là quelque part pour véritablement se rôder et pouvoir après élargir, puisqu'on est dans une expérimentation, élargir ou pas ce type de vidéo-verbalisation. Dans le viseur de la municipalité, les abords de la place de la République, notamment la rue Winston Churchill, où les stationnements sauvages perturbent régulièrement la circulation. Alors il y a 7 ans, la commune de Voipy a donc utilisé ce système et c'est encore d'actualité. Quel a été l'élément déclencheur pour utiliser la vidéo-verbalisation ? Le même élément que justement l'adjoint au maire de Metz vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a eu notamment sur un quartier qui s'appelle le quartier du Ruisseau des utilisations intempestives sur du stationnement en zone bleue, mais également sur du contresens. Donc on a eu la possibilité justement de partir sur la vidéo-verbalisation en permettant justement ce que j'entendais notamment de liberté, de permettre à chacun d'avoir sa liberté en termes à la fois de stationnement sur des zones bleues, mais également de ne pas être en contresens et d'amener un risque notamment sur la population. Donc on a pu identifier ça sur un secteur, on a rajouté 2 autres secteurs les années qui ont suivi pour permettre d'avoir cette tranquillité notamment et en aucun cas d'aller dans un échec entre guillemets de stationnement ou en tout cas de passage. Vous avez ensuite élargi le type d'infraction ou c'est seulement resté sur le stationnement, feu grillé peut-être Alors il y a un nouveau décret qui au moment où on l'a instauré donc en 2016 et un décret qui est sorti en 2018 qui nous a permis notamment d'élargir de 11 à 22 notamment faits qui peuvent être considérés et identifiés pour permettre justement la verbalisation. Alors ça peut être du téléphone au volant, ça peut être également des vignettes d'assurance, ça peut être des éléments notamment de circulation sur voie métisse ou autres qui peuvent être identifiés, mais c'est des décrets qui nous permettent de pouvoir intervenir. On ne peut pas se permettre de vidéo-verbaliser, on va dire, des points qui ne sont pas notamment soumis à décret. Aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi des logiciels peut-être plus poussés pour réaliser ça et peut-être rappeler que c'est sur le fait accompli ? C'est pas après visionnage des vidéos. Tout à fait, comme ça a pu être dit, c'est vrai qu'on a la nécessité d'avoir un agent qui soit, on va dire, derrière l'écran pour justement identifier la verbalisation. C'est comme un agent qui serait sur le terrain directement pour identifier notamment le véhicule qui serait en infraction. Là, on le fait tout simplement par vidéo et permettre également de pouvoir amener une tranquillité notamment aux habitants. La zone bleue, c'était des commerçants qui souffraient notamment de ne pas avoir des stationnements qui étaient disponibles pour permettre justement à la fois aux restaurants, à la fois aux fleuristes de pouvoir avoir de la clientèle et on était également sur des risques notamment pour les enfants avec des sens interdits qui étaient utilisés. Là on a amené une solution et je peux vous dire que 3 ans, 4 ans notamment après les faits, on va dire un retour qui est très positif en termes de développement. C'était ma question suivante, quel recul vous en avez ? Est-ce que ça dissuade ? Est-ce que vous avez une baisse des verbalisations ? Dites-nous. Alors on est sur une baisse justement des verbalisations en vidéo-verbalisation. Pourquoi ? Parce que comme ça a été démontré notamment dans le reportage, vous avez des panneaux qui identifient notamment les zones de vidéo-verbalisation. Donc ça incite aussi les personnes à ne pas se dire je vais rester juste 5 minutes stationné à un endroit et je ne vais pas forcément gêner. Mais si on a une intervention notamment qui peut être, on va dire, mis en place ou en tout cas dans une nécessité d'avoir une intervention immédiate, ça peut gêner. Et là, on le voit. C'est comme pour la vidéoprotection d'une manière très générale. On est, on va dire, dans une volonté au départ qui était plutôt d'une inquiétude de se dire on est, on va dire, surveillé, on est regardé, alors que maintenant tout le monde sollicite notamment, même dans des impasses, la vidéo pour justement permettre à chacun d'avoir une sécurité complète aux abords de son domicile ou notamment de son activité professionnelle. C'est une réponse que vous pouvez formuler par exemple à l'automobiliste dans le reportage qui craignait pour sa liberté ? Vous savez, je crois qu'en philosophie, on évoquait notamment où s'arrête la liberté des uns par rapport à celle des autres. Quand vous avez notamment la nécessité, parce que vous avez juste un dépose-minute qui doit être mis en place et que quelqu'un se stationne pendant 2 heures, pendant 3 heures, je pense que ça nie également justement à la liberté de quelqu'un. Je pense qu'il faut justement respecter les règles, et dès lors qu'on respecte les règles, ça permet à chacun d'être libre de ses faits et non pas, on va dire, d'outrepasser des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et très rapidement pour finir, on dénombre 157 caméras, soit une pour 91 habitants à Voipy. Est-ce que vous vous arrêtez là ou est-ce qu'il y a
Un palier supplémentaire à franchir. Alors on a déjà lancé le palier supplémentaire, les installations sont en cours et vont continuer encore se faire sur fin de cette année, début d'année prochaine, où on sera pas loin des 200 caméras, notamment sur Voipy, qui est un ratio très important par rapport au nombre d'habitants. Voipy, 14 500 habitants. Quand on essaie de comparer à une ville qui est toujours précurseur dans tout ce qui est vidéo protection, notamment Nice, on a un ratio qui est plus important. Et Voipy a été également, on va dire, précurseur sur tout ce qui est également caméra individuelle, notamment sur le policier. On faisait partie notamment des villes qui étaient les villes tests, donc installées, demandées auprès du gouvernement. Et là, on vient d'avoir un décret qui valide encore justement cette vidéo, notamment sur les agents. Donc on est précurseur sur beaucoup de domaines et la vidéoprotection fait également partie. Ce sera l'occasion peut-être de vous avoir à nouveau sur le plateau. Merci beaucoup Cédric Goutte pour ces explications. Notre image du jour vient honorer un Messin. Voici Thierry Corona. Depuis peu, il est devenu le meilleur sommelier 2023 au Luxembourg, un titre donné par le guide gastronomique Go et Mio. Ce sommelier a une carrière plutôt riche. Il est passé par le Ritz et le Negresco à Nice et a travaillé également auprès du général des armées. En tant que président de l'association des sommeliers d'Europe depuis 17 ans, il a participé à la régulation des lois qui encadrent le vin, mais aussi à la juste formation des apprentis à travers toute l'Europe. À 2 ans de la retraite, ce nouveau titre vient sublimer tout le travail accompli, et ce, sans modération. C'est tout pour l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. Sans plus attendre, retrouvez le Graouli Mag. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.